Je vais essayer de faire au plus vite parce que comme vous voyez, j'ai déjà un problème avec le cadre et les lois étant donné que je suis le seul à avoir un PowerPoint bleu. Voilà, donc on va voir que mon rapport au temps, c'est à peu près le même problème que mon rapport à la couleur. Donc en tout cas, moi je vais surtout vous parler en fait de la mise en place donc de la recherche qu'on a mise aussi dans le cadre de ma thèse à l'hôpital Bouloche du coup. À savoir que ça fait suite aussi à un autre travail de recherche, mais qui n'était pas un travail de thèse par rapport à la mise en place du numérique dans l'hôpital de jour. Travail qui a super bien fonctionné, hein, parce que justement on est encore en train d'utiliser les ateliers numériques. J'aimerais bien pouvoir vous en parler, mais là je vais me faire vraiment engueuler par rapport au temps. Donc on va rester vraiment fixé sur le NAO. Alors, donc, de toute façon tout le monde a galéré avec le... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur NAO? Donc déjà, en fait, on a décidé, pour la mise en place justement des ateliers NAO au CEREP, de travailler en fait sur une expérience aussi un peu comme Préo, ça veut dire vraiment avec un groupe témoin et un groupe expérimental, histoire de pouvoir vraiment faire une différenciation claire et tout ça. Et pour ça, on s'est dit, ça serait quand même intéressant de pouvoir utiliser un groupe même témoin qui serait quand même de l'ordre du thérapeutique, histoire que les enfants ne perdent pas leur temps, on va dire, pendant ces 2 ans d'expérience. Et donc, on s'est dit, ça serait intéressant de passer par une médiation, en fait, qui est une médiation conte, qui est une médiation qui nous plaît beaucoup, qui a déjà lieu à l'hôpital de jour depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on s'est dit, on va essayer de mettre en place le petit robot dans une médiation par le conte. Alors en fait, justement, l'avantage, c'est de pouvoir travailler sur tout plein de choses, hein. Par exemple, la représentation des fantasmes archaïques, parce que dans les contes, on a de la destruction, on a de la scène primitive, on a de l'attaque du cadre et tout ça. On pouvait aussi travailler aussi bien sur la réception du conte que sur la compréhension de l'histoire, et sur tout ce qui était fonction conteneur, construction d'enveloppe psychique et tout ça. En fait, le but du conte, hein, c'est ce que disait Anne Brun en reprenant aussi des auteurs comme Pierre Laforgue ou René Caès, le fait qu'on travaillait en fait sur une symbolisation sensorimotrice, donc vraiment le fait de pouvoir écouter une histoire, de pouvoir la rejouer en forme de pièce de théâtre et tout ça, pour pouvoir en fait petit à petit que les enfants puissent construire, en fait avoir un accès au contenu symbolique du conte via donc une histoire qui leur est racontée par le langage. Et donc nous on a essayé de se mettre en place de mettre en place un atelier conte comme depuis plusieurs années sur une méthode qui s'appelle la méthode Laforgue, donc qui a été mise en place par Pierre Laforgue dans les années 90 pour faire très simple. La méthode Laforgue, en fait, c'est des enfants qui vont écouter un conte raconté par un psychologue. Et donc, le conte va durer plusieurs mois, généralement. Donc, on a 4 contes différents. Ça commence par Les 3 petits cochons, puis Le loup, la chèvre et les chevreaux, puis Le petit chaperon rouge et enfin Hansel et Gretel. Et en fait, donc on leur raconte l'histoire comme ça, à chaque fois en début de séance. Et au bout d'un moment, quand les enfants auront suffisamment compris l'histoire, ils vont devoir la rejouer sous forme de pièce de théâtre. Et ensuite, ils vont avoir un petit temps de dessin pour pouvoir redessiner un peu les scènes qui les ont le plus marquées dans le conte et tout ça. Alors là, en fait, donc, on a mis 2 groupes en place, donc un groupe expérimental et un groupe témoin. Donc, attendez, je regarde si je suis bien dans la bonne diapo. Ouais. Alors, la différence en fait entre les 2 groupes, c'est que dans le groupe témoin, c'est vraiment la psychologue qui tient le cadre et qui va être justement celle qui raconte l'histoire aux enfants. Et dans le groupe expérimental, en fait, la psychologue est toujours la garante du cadre. Donc, par exemple, c'est elle qui va qui va dire les phrases rituelles de clôture du conte et même d'introduction au conte. Mais par contre, c'est le robot cette fois qui va raconter l'histoire. Et on a décidé en fait de mener 2 types d'études par rapport à cette expérience. Il y a une étude qualitative, donc on est 2 observateurs à chaque fois par groupe à prendre des notes sur tout ce qui se passe pour les enfants, donc ce qui se dit, les gestes, les émotions et tout ça. Et une observation plutôt du point de vue quantitatif, où là en fait on va avoir une série de tests qui va être fait à T0 et à T plus 2 ans. Et comme test, on va avoir un test projectif qui s'appelle le TSEA, qui est un test de sociabilisation, suivi d'une whisk, une figure de raie, une Cars, une Vineland. Alors, je ne vais pas trop décrire parce que pareil, encore un problème de temps. Donc déjà, je vais arriver sur la question des résultats qualitatifs parce que d'un point de vue quantitatif, on n'a pas encore fait passer les tests vu que l'expérience n'est pas finie. Mais en tout cas, on a vu pas mal de différences entre les 2 groupes qui ont été mis en place. Donc ce qui est assez intéressant. Tout d'abord, en fait, on a remarqué que les enfants du groupe expérimental réussissaient vachement plus à suivre l'histoire qui était contée. Ils arrivaient même à se l'approprier. Ça veut dire que quand ils rejouaient la pièce, ils étaient beaucoup plus capables d'improviser l'histoire, de pouvoir en fait rejouer en fonction de ce que eux avaient perçu de l'histoire, dans le sens où dans le groupe témoin, donc où le psychologue racontait, il restait très collé aux paroles du psychologue, à l'histoire du conte et tout ça, alors que dans le groupe expérimental, ils étaient capables de dire d'autres phrases, comme par exemple, au lieu de dire seulement c'est le loup, fais-moi rentrer dans ta maison, ils vont être là, ah bonjour, aujourd'hui je suis le loup, j'ai décidé d'entrer dans ta maison, je vais essayer de te manger et tout ça. Donc en fait, on voit que l'histoire a été plus facilement récupérée par les enfants.
Ensuite, on a remarqué aussi que dans le groupe témoin, il y avait beaucoup d'attaques du cadre pendant les premières séances, enfin pendant un bon nombre de séances d'ailleurs, avec beaucoup d'angoisse qui revenait en fait, et c'était très dur pour nous de restaurer en fait l'enveloppe groupale. Alors que justement, dans le groupe témoin, dans le groupe expérimental, pardon, on était face vraiment à un groupe plus calme, avec une dynamique groupale assez intéressante et tout ça. Enfin vraiment, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et surtout, le point sur lequel je vais m'attarder le plus aujourd'hui, c'était vraiment la question de la compréhension de l'histoire, parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut à peu près attendre quelques séances pour que les enfants puissent suffisamment avoir compris l'histoire et la rejouer sous forme de pièce de théâtre. Et en fait là, ce qui a été remarqué quand même, c'est que dans le groupe témoin où la psychologue raconte l'histoire, il a fallu 21 séances pour que les enfants puissent rejouer l'histoire sous forme de pièce. Dans le groupe expérimental avec le NAO, il en a fallu 6, donc on est quand même face à une différence assez notable. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo assez rapide qui vous montrera justement à quoi ressemble l'atelier. J'ai essayé de flouter au mieux les enfants, mais je ne suis pas très doué en montage vidéo, donc on fait de notre mieux. Tac, voilà. Il faut que la vidéo se lance par contre. Alors est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Non. Alors sinon, sur la clé USB directement, vous trouverez le fichier et puis on le montrera après, c'est pas trop grave. C'est un fichier VLC qui est dans le même fichier, dans le même dossier, pardon. Donc pour expliquer tout ça assez rapidement, en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette compréhension de l'histoire, c'est que, en fait, on va essayer de se dire mais pourquoi est-ce qu'avec le robot ça paraît si simple qu'avec l'humain et tout ça, et donc rentrer aussi en relation avec différents chercheurs qui ont déjà travaillé aussi sur la question de la robotique. Tout ça pour dire en fait que voilà, on va essayer de rentrer en contact avec différents chercheurs qui travaillent dans le domaine de la robotique, avec différents roboticiens aussi. Par exemple, là je suis en train de rentrer en contact avec un labo qui travaille au niveau de la vallée de la Cité des Sciences et tout ça, et en fait de s'intéresser à différentes études qui ont déjà pu être faites sur le rapport enfant autiste robot. On va dire, le petit côté original de la recherche, c'est que nous, on travaille vraiment sur la question groupale, ce qui n'a pas beaucoup été fait parce que, normalement, les recherches ont surtout été faites dans un point de vue individuel et interactionnel. Alors, pour aujourd'hui, là, je vais surtout me baser, on va dire, sur 2 symptômes qu'on va considérer comme pathognomoniques des tableaux autistiques. J'ai réussi à placer ce mot, je suis content. Alors, surtout, l'évitement de l'échange des regards et réciproque, et ensuite, la non-réceptivité de la parole adressée. Donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de dysrégulation émotionnelle et d'anomalies de traitement des afférences sensorielles chez les enfants autistes. Donc par exemple, on sait qu'ils peinent vraiment à recevoir une trop grande quantité d'informations, qui va être aussi bien apportée par les expressions du visage quand on leur parle et tout ça, que aussi par notre voix aussi, par les modulations de la voix et tout ça, et ce qui peut entraîner chez eux justement un évitement du contact visuel, ce qu'on remarque chez pas mal d'enfants. Il y a aussi des études qui montrent aujourd'hui, donc là on va partir d'un point de vue un peu plus neurologique, qu'il y a une diminution de la concentration en substances grises au niveau du sillon temporal supérieur, et qui est en fait une zone du cerveau qui est impliquée dans le traitement de la voix humaine. Donc en gros, on va essayer de résumer ça en disant que chez les sujets autistes, il n'y aurait presque aucune activation de sillon temporal supérieur, alors que les bruits, eux, vont être traités par contre comme chez les sujets ordinaires. Donc en fait, c'est la reconnaissance de la voix humaine et la reconnaissance des visages, qui sont pourtant très importants dans la reconnaissance des interactions sociales, qui vont être en défaut chez les autistes. Et l'avantage de Nao, donc que malheureusement vous ne verrez pas puisque la vidéo ne se lance toujours pas, c'est que en fait il a un visage très fixe et il a une voix robotisée. Donc non, ça se lance pas du coup, hein, tant pis. Et donc, en fait, l'avantage de ça, c'est qu'il va pouvoir en fait faire un peu moins peur aux enfants parce qu'il n'aura pas de mimique. Le visage ne va pas changer, il restera toujours le même. Et pareil, la voix, en fait, il n'y aura pas d'intonation. Et donc, ça sera plus simple pour les enfants de pouvoir comprendre en fait ce qui est dit par les enfants. Pareil, les gestes et tout ça. Et puis de même, le robot, en fait, il va faire tout le temps les mêmes gestes du début jusqu'à la fin. Alors que même un psychologue très 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 doué, ça va être compliqué quand même pour lui de faire exactement les mêmes choses tout le temps sur 2 ans différents. Enfin, c'est même impossible de toute façon. Et donc ça va permettre aux enfants de vraiment plus facilement pouvoir comprendre l'histoire qui va être véhiculée par le robot, parce que aucune émotion ne va être, par exemple, qui pourtant les émotions du langage, c'est ce qui est en fait perçu pour certains comme marqueur d'identité, ne vont être véhiculées par le robot et donc ne vont gêner l'enfant.
Il y a aussi d'un point de vue clinique, aujourd'hui on réalise, c'est maintenant assez connu, qu'un des aspects importants pour comprendre le rapport des enfants autistes aux autres, c'est le défaut d'intersubjectivité. Donc en fait, l'autiste ne prête pas attention à ce qui se passe dans la tête de l'autre et il va traiter l'autre personne comme un objet physique. C'est quelque chose qu'on sait bien aujourd'hui. Et donc il existerait chez ces enfants un défaut précoce d'initiative dans le partage des expériences, de l'activité et des pensées avec les autres personnes. Donc en fait, c'est là où on voit vraiment que le fait de percevoir l'intentionnalité de l'autre va être compliqué en fait pour les enfants, ce qui va empêcher toute cette rencontre pulsionnelle qui est pourtant au fondement des échanges empathiques entre les humains. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est qu'on peut revenir sur une expérience qui a été faite dans les années 90, je crois que c'est en 95, par Meltzoff, en fait, qui mettait des bébés devant un humain, et donc en fait, il y avait une espèce de petit haltère avec donc un bout qu'on pouvait enlever, et l'humain se met face au bébé et essaie d'enlever le bout de l'haltère, et il fait semblant de ne pas y arriver. On donne l'haltère au bébé, et lui, le bébé, il prend l'haltère, il est tout content, et il enlève le bout de l'haltère, et donc en fait, il montre qu'il a privilégié l'intention de l'humain en faisant ça, plutôt que le simple geste. En fait, il limite, mais il va plus loin, puisqu'il respecte son intention. Alors qu'à côté, si on met le bébé face à un robot qui fait la même chose, donc qui fait semblant de retirer le bout, mais qui ne le retire pas, l'enfant va être incapable de retirer tout seul en fait, le bout de l'haltère, parce qu'en fait, il ne perçoit pas d'intention chez le robot. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que justement, ça nous montre que, vu que l'enfant ne perçoit pas d'intention chez le robot, ça n'aura pas justement ce côté intersubjectif qui risque d'être trop prenant pour l'enfant, trop intrusif, et donc qui pourrait l'empêcher de bien comprendre une histoire qui lui est contée ou autre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi, pour finir, reprendre une petite citation de Jean-Claude Malval, je le fais pas souvent, mais là c'est intéressant. Il dit « Si le signifiant est fondamentalement inquiétant pour l'autiste, c'est parce qu'il est porté par la voix du grand autre. C'est ainsi que l'autre de synthèse de l'autiste est constitué d'éléments linguistiques appris par cœur ou enregistrés de manière photographique qui possèdent un caractère objectal très marqué. » Donc fin de citation. En fait, c'est une citation qui paraît compliquée comme ça, mais qui est assez intéressante parce que l'autre de synthèse dont parle Malval là, c'est un petit peu une possibilité d'accéder au langage de l'autre en évitant de passer par la voix d'un autre sujet. Donc sujet qui va être objet d'une pulsion qui porte en fait toutes ces trémulations émotionnelles du vivant. Et donc l'avantage du robot, c'est que vu qu'il est programmable, qu'il est perçu comme une machine, en fait il pourra parler de manière parfaitement stable aux enfants d'une semaine à l'autre, utiliser les mêmes mots, être neutre, avoir ce caractère en fait d'objet sans sujet, donc d'objet sans pulsion. Et ça va être très intéressant pour le rapport de l'enfant à la machine. Bien évidemment, il y aura toujours du sujet, parce que en fait les thérapeutes seront toujours dans la pièce, parce que de toute façon les enfants c'est ce qu'ils veulent, ils vont toujours interagir avec l'adulte et non avec le robot, et aussi parce que, il faut l'avouer, le chercheur qui s'occupe du NAO généralement passe beaucoup de temps à programmer le robot, donc forcément au bout d'un moment il y a un petit peu de nous là-dedans. Mais en tout cas, même si le sujet est là aussi un petit peu, son implication on va dire elle est dissimulée en fait dans les applications créées par le robot. Et donc ça c'est ce qui va permettre à la médiation robotisée d'offrir à l'enfant une possibilité de lier l'émotion qui va être ressentie en fait et perçue à travers justement l'histoire contée et le sens de l'histoire au langage de la machine en évitant de passer par un sujet qui pourrait trop l'angoisser. Et pour conclure, donc si on prend en compte que les enfants porteurs du trouble du spectre autistique privilégient l'attention non sensorielle vers les objets et que le robot justement offre cette possibilité d'écoute d'un objet parlant et bougeant qui véhicule des informations dont le nombre est calibré par une programmation préalable, on peut comprendre en fait en quoi l'attention de l'enfant envers une histoire contée par une machine pourrait être nettement améliorée dans un groupe à médiation robotique. Je vais essayer de finir en me détachant des notes pour que ça soit un peu plus vivant. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est que mon travail, c'est surtout sur justement comment est-ce que les enfants vont percevoir la machine. Et donc, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on avait déjà des hypothèses au début sur le fait que ça allait être plus simple à comprendre pour eux. Donc déjà, on est content parce que pour l'instant, on a des résultats qui sont vachement positifs. Et surtout, en fait, on remarque un truc qui est très intéressant, c'est que les enfants arrivent vraiment à comprendre qu'ils sont face à une machine. Alors par exemple, une fois, quand on touche le Naos sur la tête, il se met à rigoler et il dit « Oh là là, j'ai l'impression d'être un chat ». Et un enfant fait ça et il me regarde, il fait « Il est bête, c'est pas un chat, c'est un robot ». Et en fait, c'est vraiment ça qui est très important à mettre en place pour que l'enfant en fait puisse aussi avoir tous ces avantages-là du robot et mieux comprendre l'histoire, parce qu'il faut
qu'il soit perçu comme quelque chose sans sujet. C'est pour ça qu'on met beaucoup en place ça aussi à chaque fois dans tous les ateliers où on veut mettre en place le robot avec les enfants autistes. On fait en sorte que l'enfant puisse comprendre qu'il n'y a pas de sujet dans la machine, on le sort de la valise, on l'allume devant lui et tout ça. Et ça a tellement bien fonctionné pour l'instant que même si on n'a pas fini l'expérience, on a mis en place de nouveaux ateliers, donc des ateliers plus du côté individuel avec le robot, un atelier avec un des professeurs du CEREP où on fait un peu de psychopédagogie, et en plus en tant que fan de robots, j'ai réussi à en acheter un autre avec mes propres sous qui coûtait pas cher, celui-là il coûtait 50 €, où on fait de la programmation avec, et là on est en train de rentrer en partenariat avec une autre start-up en robotique qui devrait nous en prêter un encore. Donc en fait c'est pas mal parce que justement il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs à faire, mais je n'ai pas le temps du coup, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Olivier ça a été très passionnant et ça a été très fort de faire 3 conclusions. Bravo, parce que du coup j'ai pas pu couper. Jacques. Tiens. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'avais un petit peu entendu parler et je connais un petit utilisateur de Nao, donc ça me sensibilise aussi. Non, ce que je trouve intéressant, c'est bien entendu de voir la diversité des chemins par lesquels on passe et pas uniquement donc là l'imagerie cérébrale pour mieux comprendre ce qui caractérise les enfants autistes, mais aussi quand on n'est pas dans le seul traitement des enfants autistes, à travers ces aspects-là et ces particularités-là, comme toujours, à travers ces cas particuliers, ces cas extrêmes, si on en fait quelque chose, ça ne vient pas tout seul, c'est des moyens pour comprendre des situations beaucoup plus habituelles. Ça m'a rappelé un lointain souvenir, et je pense que ça doit le rappeler aussi à Bernard Gols, c'est les travaux de Stern, sur Stern fait ce genre de commentaires sur donc l'attunement sur les accordage précoce, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est très important, mais là c'est beaucoup éclairé depuis, les connaissances ont beaucoup évolué depuis ces travaux de Stern dans le journal d'un bébé, c'est que effectivement tout ce qui est créateur de production psychique, dans ce qui différencie la machine du vivant. Et effectivement, Stern disait que ce qui était très important, c'est que l'enfant très vite comprend que sa mère n'est pas une machine. Et donc, depuis 20, peut-être même 30 ans après, enfin 25 ans après, ce champ de réflexion est toujours productif, et je trouve qu'avec les détours de l'imagination, bien sûr, il faut aussi aimer les robots pour faire ça, mais c'est vrai que ce que vous nous avez apporté, concerne bien entendu avant tout les enfants et pas seulement les autistes. Merci. Oui, voilà, moi je co-anime avec ma collègue Nina un atelier conte à l'hôpital de Jour-Lépi. Et je crois que dans ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec ce que vous avez dit au départ sur la fonction du conte. Effectivement, vous rapportez les paroles de Annie Brun, c'est ça qui a écrit quelque chose sur les médiations thérapeutiques. Ce que je trouve étonnant, c'est que nous, on travaille tout à fait à l'inverse. Alors, on n'a peut-être pas exactement les mêmes objectifs. C'est vrai que restituer l'histoire, c'est une chose. On fait un travail de reprise aussi. Mais par contre, moi, j'ai vraiment le sentiment très fort, et depuis très longtemps, que même avec des enfants très en difficulté, qui mettent d'ailleurs beaucoup de temps à pouvoir venir dans le groupe, et il y a des attaques du cadre, mais je dirais que c'est aussi notre travail de soignant, d'éducateur, psychologue ou quoi. Mais c'est justement par la voix, par le corps, par le plaisir qu'on prend à raconter l'histoire, par ce qui se passe dans la relation, par tout ça, par le fait de dramatiser, le plaisir que les enfants ont à nous regarder, à nous écouter, me semble complètement à l'inverse. Donc voilà, je te passe la parole.
Et je voulais juste ajouter aussi le plaisir que nous, on prend à raconter une histoire, à la faire raconter. Enfin, moi, je suis très contente quand c'est ma collègue qui raconte à son tour. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on transmet quelque chose aux enfants qui y sont sensibles, quoi. Et c'est vrai que je pense que, enfin, même pour moi, c'est peut-être un peu violent d'entendre qu'il y a du non-vivant qui viendrait prendre cette place-là. En même temps, ça peut aussi vachement intéresser. J'avoue que quand j'avais vu ça sur le programme, je me suis dit ça va être une catastrophe, je vais pas supporter d'entendre ça. Et en fait, j'ai quand même beaucoup d'a priori qui sont un peu en train de se remettre en question après ce que vous avez expliqué. Mais je reste... je sais pas, je reste avec un sentiment d'étrangeté difficile à expliquer, quoi. En fait, c'est le problème aussi du fait, comme je disais, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'aurais eu 1 heure, j'aurais tenu et ça aurait été vachement plus sympa. En fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place ça dans une médiation compte ? Parce que nous aussi, on adore la médiation compte. Hein. En tout cas, ceux qui ont mis en place cet atelier, c'est quelque chose qu'on trouve génial et justement sur lequel on veut travailler parce qu'en même temps, il y a plein de choses qui sont thérapeutiques là-dedans. Il nous fallait quand même quelque chose pour pouvoir comprendre et pouvoir en fait avoir quelque chose de très protocolaire. Et donc, c'est l'avantage du dispositif Laforgue. Et donc, ça nous a permis d'inclure le robot là-dedans et de travailler sur ce point-là. Mais en tout cas, on ne dira pas que c'est plus thérapeutique qu'une médiation compte. En fait, le but, c'est pas de vouloir considérer que que c'est une révolution que de mettre en place une médiation robotique. C'est juste une nouvelle médiation comme une autre. Par exemple, on va jamais dire que la médiation pâte à modeler ou dessin ou autre va être moins bien qu'une autre médiation numérique ou autre. C'est juste rajouter une médiation, comprendre en quoi elle peut être utile, mais elle ne viendra pas remplacer. Ça sera juste une de plus. Et après, il faut bien vous penser qu'on n'est pas là non plus pour remplacer le vivant par du non-vivant. Au contraire, parce que de toute façon, le robot n'est utilisé que comme médium. Ça veut dire qu'il n'a rien en lui de thérapeutique. On peut le comparer justement à la pâte à modeler en elle-même ou à la feuille et au crayon et tout ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on le voit, et ça d'ailleurs beaucoup d'études l'ont déjà montré, que le robot améliore en fait la relation entre les humains. Parce que les enfants, et nous ça on le remarque dans nos observations aussi dans le groupe, vont toujours en fait regarder le thérapeute ou l'éducateur ou n'importe qui pour pouvoir interagir, dire des choses et faire quelque chose. Le robot n'est juste là pour raconter une histoire, un peu comme quand on écoute un CD de livres contés par exemple, sauf qu'il y a la différence d'un personnage vraiment en 3D qui bouge dans la pièce et autres. Et en fait, on a remarqué ça aussi dans la thérapie des personnes avec Alzheimer, où quand on leur met un paro, donc le petit robot bébé phoque sur une table, et ben en fait les personnes âgées vont beaucoup plus interagir entre elles et pas seulement plus interagir avec le robot en fait. Et donc l'intérêt c'est aussi de travailler sur la fonction de, on va dire, de facilitateur social en fait que peut avoir le robot. Ça veut dire en fait faire en sorte que les patients peuvent plus interagir entre eux, mais également avec les thérapeutes quand on met en fait cette machine là-dedans. Mais donc en fait le but c'est vraiment de comprendre que bien sûr on va avoir certains points qui vont manquer par rapport à la thérapie compte. Par exemple le simple fait justement de la voix, le fait que aussi on peut adapter des fois le conte même inconsciemment à la situation. Par exemple si un enfant je sais pas rien que éternue et que le compteur s'arrête et surpris et fait à tes souhaits, bah voilà là c'est un changement qu'il y a à ce moment-là, alors qu'avec le robot il ne s'arrêtera pas, il dira pas à tes souhaits. Donc en fait ça va être un autre travail qu'on va avoir. Et le but c'est aussi de pouvoir s'ouvrir ensuite à d'autres dispositifs pour continuer à rechercher quelle spécificité aura le robot. Et c'est pour ça qu'on a ouvert d'autres types d'ateliers que l'atelier compte aussi. Olivier, oui, il faut me couper aussi, c'est voilà, ça. Pardon. Il y a une question de Bernard Gols. C'est pas vraiment une question, c'est pour intervenir dans ce débat qui est extrêmement intéressant et important à l'heure actuelle. Et puis je le fais sans aucune vocation écuménique parce que je crois qu'il faut savoir respecter des tensions et des divergences et que au contraire, les divergences peuvent être tout à fait créatives. Mais je pense qu'il y a non pas un malentendu, mais l'expérience que vous avez apportée, vous, c'est un travail dans le sens, si j'ai bien compris, enfin je le crois, de ce que Hawkman faisait. Hein, les contes à rêver, les contes à raconter, la fonction narrative. Et le plaisir partagé est partagé autour du fait de raconter une histoire. Voilà. Là, je crois que le plaisir partagé est aussi là. Simplement, il est décalé d'un cran. Au lieu que ce soit le plaisir partagé sur le récit d'une histoire, c'est le plaisir partagé de voir un autre individu
à mi-chemin entre le vivant et le non-vivant, devoir raconter une histoire par ce tiers. La question du plaisir partagé reste, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir comment Olivier Duris parle pour imaginer qu'il y a de la vie là-dedans. Hein. C'est pas un monde de robots, c'est presque trop beau pour être vrai. Hein. Et voilà. Donc c'est un décalage plutôt de l'objet d'attention conjointe, mais la question du plaisir partagé ne peut pas être évacuée, évidemment. Oui, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à le toucher. Vous avez dit que les enfants, ils ont touché, et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est la texture et quel rapport ils avaient avec le main-objet, le regard-objet et le lui-objet. Vous voyez ? Alors, par rapport au toucher, donc par rapport à l'ouïe, ça va être surtout l'histoire qui va être racontée et tout ça. Pareil pour la vue. Pour le toucher, il y aura différents éléments. Alors déjà, que ce soit dans le groupe témoin ou dans le groupe expérimental, chaque enfant a une couverture personnelle, une sorte de petit plaid dans lequel il va pouvoir aussi se contenir un petit peu si jamais les contenus, enfin, c'est un peu trop angoissant ce qu'il y a dans l'histoire ou autre. Il y a aussi le déguisement qu'ils vont avoir pour pouvoir refaire la pièce de théâtre. Par exemple, quand on s'habille en chevreau, on aura une espèce de petit déguisement en laine tout doux et tout ça, voilà. Et ensuite, il y a aussi le fait que les enfants peuvent se toucher pendant qu'ils rejouent la pièce, justement, et le fait que des fois, ils peuvent rentrer en contact avec le robot. Alors, ça leur est pas, entre guillemets, proposé, mais ça leur est pas interdit non plus. Donc ça, c'est eux qui décident si oui ou non ils veulent y aller, s'ils veulent faire quelque chose et tout ça. Donc le rapport au toucher, il va surtout être là, en fait. Et vous avez remarqué qu'il avait un aller vers pour avoir ce contact avec le robot? Oui, en fait, après, c'est un aller vers qui a un peu comme n'importe qui serait intéressé par ce genre de petite machine, donc on a envie d'interagir avec et tout ça. Par contre, ce qui est rigolo à retenir, c'est qu'on remarque que les enfants sont vachement plus à l'aise face à cette machine j'ai l'impression, en prenant vraiment en compte que c'est une machine, dans le sens où les éducateurs qui sont dans la pièce là, et qui font l'atelier avec nous pourront le dire, je pense, une fois le robot a bugué, parce que ça arrive, c'est le principe de réalité, et les enfants, ils étaient là, c'est pas grave, on relance, alors que nous, adultes, on était là, oh mon Dieu, il a bugué, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on a aussi ce rapport-là qui change entre les enfants et les adultes, et qui est assez intéressant à travailler aussi, justement, dans ce rapport à la machine.